le plaisir que vous me faites. On a décidé avec Nicolas de faire cette réunion à Valence il y a 3 jours. Je vous connais. Je connais beaucoup des visages qui sont dans cette salle. Il y en a qui sont venus de tout près, il y en a qui sont venus de loin, et ils sont tous là. Et pour moi, je ne concevais pas dans cette journée qui est si importante pour moi, de le faire sans être chez moi, dans ma région, avec vous, avec mes militants, avec mes élus, avec les gens que j'aime, avec ceux avec lesquels on a tout construit au cours des dernières années. Et le fait que vous ayez répondu présent comme ça, aussi naturellement, avec autant d'évidence, qu'on ait nos jeunes, que je voudrais qu'on applaudisse, nos jeunes républicains, nos jeunes de l'UNI qui sont là, parce qu'ils me font plaisir. Le fait qu'il y ait Didier ici, Didier Manval, mon ami avec lequel on fait du handisport, qui est venu du Chambon-sur-Lignon, qui est un modèle de courage, et qui me fait tellement plaisir à faire. Le fait qu'il y ait, et je reviendrai sur un des premiers d'entre eux, parmi tous mes grognards, ceux avec lesquels on a tout fait, ceux avec lesquels on a tout porté au début, que ce soit Stéphanie, Olivier, Philippe, Sylvie, Nicolas, je reparlerai de lui, Dino, bien sûr, tous les amis qui sont là, et vous pouvez les applaudir, parce que j'ai tout fait avec eux. Tous les élus régionaux, les maires, Thierry, je me souviens encore quand on a lancé ensemble la campagne des régionales au tout début, tu as fait un des premiers à m'avoir fait confiance. Cette région, Nicolas, Fabrice, vous l'avez dit, on l'a construit ensemble. On a tout fait ici ensemble. On a arraché cette région à la gauche, on l'a construite en voulant faire un modèle des valeurs auxquelles on croit. On en a fait, Nicolas, grâce à ton action, une région qui a fait le plus d'économies en France, la seule région qui n'a pas augmenté le poids de sa dette, la seule région qui n'a augmenté aucune taxe, aucun impôt au cours des dernières années. Sans doute un peu mon tempérament auvergnat. En tout cas, on aimerait bien que la France soit gérée comme ça. Une région dans laquelle, mes amis, on n'a jamais rien cédé face à l'islamisme. Une région dans laquelle on a été les premiers à défendre la fabrication française. Une région dans laquelle on a, nous, toujours dit que pour que la France soit la tête à l'endroit, il fallait commencer par défendre ceux qui travaillent, ceux qui se donnent du mal, et pas l'assistanat. Une région dans laquelle on s'est toujours dit que pour qu'on avance, il fallait que ce soit une région qui soit fière à la fois de ses racines et de son avenir, de son innovation, de son audace. On a fait d'Auvergne-Rhône-Alpes la région qui est une région modèle en France. Et c'est pour ça que j'étais fier et que c'était pour moi indispensable d'être arrivé dans ce monde. Alors ce combat, on le continue ensemble, Fabrice. Et je te remercie de la façon dont tu continues à le prendre et à le porter. Et je te remercie chaleureusement de ta présence ce soir. Je sais que c'était pas facile. Et pour moi, c'était très important que tu sois à mes côtés dans ce moment-là. Merci, Fabrice. Et puis, celui avec lequel je voulais être aujourd'hui, c'était Nicolas. Nicolas, c'est un des plus talentueux d'entre nous. Nicolas, quand il est arrivé au ministère au sein du gouvernement de Michel Barnier, et comme je regrette que les artisans de chaos aient fait tomber ce gouvernement, Nicolas immédiatement a trouvé son empreinte. Avec le bon sens, le pragmatisme qu'il a comme maire de Valence, avec sa capacité à avoir un verbe clair et haut dans la façon dont, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, face aux hurlements de l'hémicycle, face aux invectives de l'extrême gauche, à aucun moment il n'a scié, à aucun moment sa voix n'a tremblé quand il s'agissait de dénoncer les dérives d'une immigration que nous n'étions plus capables de sanctionner. Nicolas avait la voix qui était claire, il avait mis en place une politique forte en matière de police municipale notamment. Le travail qu'il avait ouvert était extraordinaire, de la même manière que ce qu'il fait ici à Valence. J'aime son talent, j'aime son audace, j'aime sa franchise. Et pour moi, c'est tout un signe de lancer cette campagne à tes côtés, Nicolas, ici. Merci de ta confiance, y compris dans sa préoccupation. Après, il y a évidemment tous les élus régionaux qui sont ici, que ce soit Julien, Didier, Claude, Florent. Je voudrais aussi que vous applaudissiez Emmanuel. Emmanuel, notre député, qui a été si courageux.
voudrais aussi que vous applaudissiez Marie-Pierre, qui est ici, notre présidente du département, parce qu'on a des femmes qui ont du tempérament chez nous. Avec à ses côtés, bien sûr, tout le travail que fait Franck aux côtés de Nicolas. Et puis, je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour un ami, une pensée pour un élu hors norme, une pensée pour Gilbert. Vous savez le combat pour Gilbert. Vous savez le combat qu'il mène. Gilbert a fait partie de ceux qui m'ont fait confiance au début quand je suis allé voir chez lui. Gilbert mène ce combat avec un courage incroyable contre la maladie de Charcot. Et je suis très heureux qu'on ait pu l'aider, qu'on ait pu l'accompagner, puisque sa proposition de loi a été adoptée pour une meilleure prise en charge de la maladie de Charcot. On lui doit ça. Il m'a adressé un message qui m'a bouleversé. Et je suis tellement heureux qu'on ait pu lui apporter ça. Et puis enfin, je veux saluer nos militants. Je veux saluer nos adhérents. Je veux saluer ceux qui ne renoncent jamais. Je veux saluer ceux qui ne demandent jamais rien mais qui sont toujours là. Je veux remercier ceux avec lesquels j'ai tout construit, je reparlerai de vous. Je veux remercier nos militants valeureux qui ont traversé toutes les batailles. Et je veux remercier aussi notre jeune génération, et tout particulièrement ici notre RDJ Marie, qui fait partie de cette belle et nouvelle génération de jeunes et que je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement. Merci à toi. Alors les amis, je veux commencer par vous dire que je suis fier du travail qu'on a accompli au cours des derniers mois pour notre famille politique. Parce que, vous le savez, en juin, on était à terre. Tout le monde pensait que la droite républicaine allait disparaître du paysage politique. J'ai pris à ce moment-là cette décision qui n'était pas facile, avec vous, de partir au combat aux législatives. J'adore notre région. Vous savez à quel point j'ai tellement aimé m'en occuper et la forger avec vous. Et j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas laisser la droite à terre et qu'il fallait reprendre le drapeau. Vous savez, quand la lumière est là, quand tout va bien, c'est plus facile. Mais quand le combat est incertain, quand tout vous promet à la défaite, rares sont ceux qui y vont. Et nous l'avons porté en commun. Avec les amis députés, avec le soutien de nos amis élus, avec le soutien des sénateurs, parce que c'est des moments où quand on veut s'occuper de sa famille politique, il faut être là. Je l'ai porté avec vous. Et ensuite, étape après étape, progressivement, on a redonné des couleurs à la droite. On l'a fait chacun dans nos rôles respectifs. Au Parlement, avec nos députés et nos sénateurs. Comme au gouvernement, avec nos ministres issus des Républicains. Et petit à petit, grâce à cette complémentarité, grâce au travail que nous avons porté depuis juin, nous avons commencé à redresser la tête. Étape après étape. D'abord avec une législative partielle dans les Ardennes. Difficile. Puis ensuite à Grenoble, dans cette terre de mission, face aux folies conjuguées de pseudo-écologistes qui n'ont d'écologistes que de nom, qui sont vendus à l'extrême gauche, et face auxquels Nathalie Béranger, ici, a porté un combat incroyable. Incroyable. La seule formation politique qui était en progression sur cette législative, c'était toi, Nathalie, c'était notre famille. Et puis ensuite à Francheville, sur la métropole de Lyon, où nous avons gagné avec Claire, là aussi une femme de tempérament. Les écologistes pensaient rafler cette ville clé sur l'avenir de la métropole de Lyon. Nous avons gagné. Et puis ensuite, avec cette législative à Boulogne, où Elisabeth Demestre l'a emportée et vient maintenant renforcer notre groupe de députés à l'Assemblée nationale, c'est la première fois depuis bien longtemps que la droite républicaine regagne des postes. Et c'est pour moi la récompense de tout le travail en équipe que nous avons fait au sein de notre groupe de députés. Et puis enfin, à Villeneuve-Saint-Georges, où l'objectif était juste de faire barrage à Louis Goyard. Louis Goyard. Sans doute une des pires choses que la politique française ait portée. Quoique il y a match. La France insoumise. La France insoumise, disait. Mais je découvre, en retrouvant cet hémicycle que j'ai abandonné il y a 7 ans, ce qu'est devenu la politique française.
prise dans l'étau, la pression, le comportement inacceptable de ces députés de la France Insoumise, qui ne respectent rien, qui ne sont pas respectables ni dans leur comportement, ni dans leurs idées, ni dans la façon dont ils se tiennent. Quand vous les voyez hurler, quand vous les voyez vociférer, quand vous voyez même la tenue qu'ils sont capables d'arborer dans un hémicycle où on représente le peuple français, mais quelle honte! Mais quelle honte! Alors, on n'aime pas tellement dire dans notre pays où, quand ça vient de la gauche, tout est pardonné. Mais je le dis, le principal danger pour la démocratie française aujourd'hui, c'est la France insoumise. La principale menace sur la démocratie française aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Un parti politique qui qualifie les policiers d'assassins. Un parti politique qui explique que les terroristes sont des résistants. Un parti politique qui veut abroger l'apologie du terrorisme alors que notre pays a saigné et a perdu des enfants et des familles qui ont été tués par des terroristes et qui explique que maintenant on ne sanctionnera plus l'apologie du terrorisme. Il y a trop de complaisance en France à l'égard de la France insoumise. Mes amis, je me suis fait une promesse. Dans le redressement de notre famille politique, la droite républicaine doit être le premier rempart face à la France insoumise. Face à la France insoumise, il y aura toujours un rapport. Et oui, petit à petit, il y a cet espoir ténu que vous avez d'abord porté, Nicolas, qui se renforce au fur et à mesure et qui est en train de faire tout simplement que les gens regardent à nouveau ce qui se passe chez les Républicains. Mes amis, cet espoir, il reste ténu. Et il ne faut pas se tromper, les Français nous regardent. Et la première condition pour y arriver, c'est de faire équipe. J'ai tout fait pour qu'on reste en équipe. Et j'aurais tant aimé que jusqu'au bout, on puisse rester comme cela. Parce que je considère, vous le savez, que notre mouvement a besoin de cette complémentarité. Notre mouvement a évidemment besoin de ministres pleinement engagés à leur tâche pour obtenir les résultats qu'attendent les Français. Et notre mouvement a besoin d'un président qui donne toute son énergie et son temps à la refondation de notre famille politique, parce qu'il faut tout revoir et parce qu'il faut tout refaire du sol au plafond et parce qu'il faut qu'on retrouve l'énergie qu'on aimait tant à l'intérieur de notre famille politique. Depuis octobre, je me suis consacré à cette mission de refondation que m'a confiée notre famille politique. J'ai sillonné notre pays, je suis allé dans les fédérations, j'ai échangé avec vous, nos adhérents, nos militants. Vous avez été près de 20 000 à répondre au questionnaire que je vous ai adressé, parce que je pense que dans la refondation de notre mouvement, il faut que ce soit les adhérents qui aient beaucoup plus la parole et qui puissent décider des orientations politiques que nous prenons. De la même manière que je pense que dans notre pays, il faut que ce soit les Français qui puissent décider et non pas quelques minorités actives qui confisquent la parole des Français. Appliquons à l'intérieur de notre mouvement politique la même chose. Ce sont les adhérents qui doivent décider et s'exprimer. Et je vous ai trouvé à chaque étape. On dit qu'en France aujourd'hui c'est l'individualisme qui règne. Ah bon? On dit qu'en France aujourd'hui il n'y a plus personne qui veut s'occuper du destin de la nation. Ah bon? Eh bien moi ce que je vois c'est des militants qui donnent de leur temps. Moi ce que je vois c'est des bénévoles qui ont au fond du cœur cette passion de la France. Moi ce que je vois c'est des gens, des amis qui n'ont jamais renoncé dans les réussites comme dans les épreuves. Et qui, même au pire moment qu'a traversé notre famille politique, vous avez toujours été là et vous avez continué à y croire. C'est un immense honneur pour moi de porter cet engagement avec vous. Vous savez, j'ai toujours aimé ce contact avec les militants, les adhérents de notre famille politique. Parce que je trouve que c'est vous qui êtes la boussole. Parce que je trouve que vous qui précisément ne demandez rien, si ce n'est qu'on défende nos valeurs, nos convictions, qu'on ne trahisse pas. J'ai toujours été aux côtés de notre famille politique. J'ai toujours été avec vous. Je n'ai jamais trahi nos idéaux, je ne l'ai jamais quitté parce que c'est vous qui en faites l'âme et la substance.
Et pour moi, m'occuper de notre famille politique dans ce moment de refondation, ce sera un immense honneur. Un immense honneur que je donne. Alors, mes amis, cet espoir, il faut qu'on le poursuive. Cet espoir, il faut qu'on le fasse vivre. Et j'ai besoin de vous pour le chemin qu'on a engagé. C'est avec vous que je veux qu'on fasse ce chemin. C'est avec vous que je veux refonder notre famille politique. C'est avec vous que je veux qu'on relève la droite et qu'on transforme cet espoir en une réalité. Et c'est évidemment avec vous que je suis candidat à la présidence des Républicains. Parce que vous avez toujours été là. Parce qu'on a le devoir de réussir. Parce qu'il faut qu'on fasse entendre la voix de la droite dans notre pays. Parce qu'on a tout retrouvé et retrouvé cette énergie qu'on a toujours aimée. Parce que c'est ça les valeurs de la droite républicaine. Alors on le sait, ça va pas être facile. Si c'était facile. Si c'était facile, en même temps, on aurait réussi depuis longtemps. On est quand même dans cette situation où quand on regarde notre pays, je le sais au fond de vous. Vous vous dites, mais est-ce que c'est encore possible? Je le sais, vous vous dites au fond de vous, est-ce qu'on peut encore y arriver? Je le sais trop. Parfois, quand vous regardez ce qui se passe, la façon dont on met notre pays la tête à l'envers, vous vous dites, est-ce que c'est pas trop tard? Mes amis, je veux qu'on partage cet optimisme qui a toujours été celui de notre famille politique qui n'a jamais avancé. Je veux que vous regardiez bien sûr l'ampleur des défis, l'ampleur de ce qu'on va devoir secouer. Mais je veux aussi que vous regardiez ce qu'est notre pays. Nicolas l'a dit, Fabrice l'a dit. Notre pays a aussi des atouts extraordinaires. Il y a tellement de talents qui sont à l'intérieur. Notre pays regorge de capacités. Notre pays a tout pour repartir. Notre pays, c'est un pays de cocagne. Notre pays, c'est un pays merveilleux, à l'image de notre région, à condition qu'on remette la tête à l'endroit. Rien n'est jamais fini. Mais il faut qu'on soit lucide. Notre pays, aujourd'hui, il est bloqué. Notre pays, on a accepté qu'il soit bloqué. Notre pays, sa malédiction, c'est qu'on a installé des verrous de l'impuissance. Et Philippe, on a souvent échangé là-dessus. Le drame de la politique française, c'est pas les discours. Il y a des gens sincères, honnêtes, pleins de convictions, qui font des beaux discours, des discours auxquels j'adhère. Mais le problème, c'est pas celui-là, le problème, c'est les actes. Le problème, c'est la capacité à faire. Le problème, c'est la capacité à avoir des résultats. Le problème, c'est de faire à l'échelle du pays ce que nous avons fait dans notre région, ce que nos animaires font dans leur collectivité, ce que nos chefs d'entreprise font. Et je reparlerai de toi, Bernard. La malédiction de notre pays, c'est le verrou de l'impuissance. Et c'est à cela que la droite républicaine, la famille politique que nous devons redresser, doit s'attaquer. Parce que c'est ça qui bloque le pays, c'est ça qui fait qu'on échoue. Vous savez, trop souvent, et Nicolas, tu m'en faisais le témoignage quand tu es arrivé à Beauvau, tu m'as dit, mais c'est fou à quel point l'administration nous dit à chaque fois, c'est pas possible. Pas, il faudrait faire ça. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Vous savez, une des plus grandes figures de l'histoire de France, Richelieu, un homme extraordinaire qui a redressé l'autorité royale, qui a réussi à repousser les vieux démons de la guerre civile, qui a protégé la France contre les invasions extérieures, les Habsbourg, qui a commencé à redresser l'économie française avec les manufactures et le commerce. Richelieu avait une devise: rendre possible ce qui est nécessaire. La politique n'a pas de sens si elle renonce à faire. La politique n'a pas de sens si elle capitule face au verrou de l'impuissance. La politique n'a pas de sens si elle se complaît dans des grands discours, mais qu'à l'arrivée, rien ne change. Et mes amis, c'est quoi ces verrous? Suspendre le regroupement familial, impossible. Sanctionner le franchissement illégal de nos frontières, impossible. Maintenir en détention des terroristes encore dangereux à la sortie de leur prison, impossible. Expulser systématiquement les terroristes étrangers, impossible. Et pourquoi? Pas parce que vous ne le voulez pas. Est-ce que vous n'aspirez pas à tout cela? Est-ce que l'immense majorité des Français ne nous demandent pas depuis des années, mais remettez de l'ordre et de l'autorité? Et on ne peut pas le faire, pourquoi?
Tout simplement parce que le Conseil constitutionnel et Laurent Fabius ont décidé l'inverse. Tout simplement parce que dans notre pays, mes amis, petit à petit, on a assisté à une dérive de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans lequel petit à petit, ils ont édicté des lois, des règles qui emprisonnent nos lois et qui font que ceux pour lesquels vous votez ne sont plus ceux qui décident. Le général de Gaulle, lui, disait, en France, la véritable Cour suprême, c'est le peuple. C'est le peuple. Eh bien, aujourd'hui, en France, le problème, mes amis, c'est que la raison d'être de l'état de droit, c'est de protéger la démocratie, pas de la bloquer. La raison d'être de l'état de droit, ça n'est pas de protéger le délinquant, mais la victime. La raison d'être de l'état de droit, ça n'est pas de sacraliser l'assistanat, c'est d'encourager le travail. La raison de l'état de droit, ça n'est pas de rendre impossible le travail des policiers, mais c'est de protéger nos policiers et nos gendarmes. Et mes amis, si nous voulons retrouver le pouvoir d'agir, nous devons remettre à leur place les cours suprêmes, du Conseil constitutionnel à la Cour de cassation, en passant par la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut que ce soit la loi félicite. Et le deuxième verrou, les petits hommes gris. Je n'ai rien contre les chevelures grises. Mais les petits hommes gris, c'est devenu la malédiction de l'administration française. Ces autorités administratives à Paris, ces agences qui se sont multipliées, ces organismes qui petit à petit sont devenus indépendants, ces petits hommes gris qui, eux, ne changent jamais, les ministres passent, eux, restent. Ces gens qui ont maintenant décidé que c'était eux qui prenaient le pouvoir sur la conduite du pays. Quand nous sommes arrivés en juin, avec nos collègues députés et sénateurs, nous avons mis les projecteurs sur cette réalité dont personne ne parlait. Il y a en France, mes amis, 1000 agences administratives à Paris. 1000 agences administratives qui nous coûtent 80 milliards d'euros. 1000 agences administratives dont le budget est en augmentation de 50% au cours des 10 dernières années. La France roule sous les dépenses publiques, vous croulez sous les impôts et les prélèvements obligatoires et on se demande où faire des économies. Aujourd'hui, quand la France emprunte, elle est considérée comme moins sérieuse que la Grèce, et alors qu'on a 1000 agences administratives dont la plupart ne servent strictement à rien, et je vais vous en parler, eh bien on se demande encore où faire des économies. L'ADEME. L'ADEME, 1000 agents, un budget à 250 millions d'euros. Ces grands esprits éclairés sont quand même ceux qui ont proposé que nous sabrions la filière nucléaire, ce qui était selon eux la meilleure façon de sauver l'écologie, moyennant quoi nous nous sommes retrouvés dans cette crise dramatique environnementale suite à la guerre en Ukraine qui a fait qu'on a dû rallumer des centrales à charbon. Merci les experts de l'ADEME qui ne sont pas des experts, qui sont en réalité portés par une idéologie d'extrême gauche, parce que souvent dans ces organismes, c'est eux qui ont pris la main. C'est eux qui ont pris la main. Et nous sommes pour l'environnement. Nicolas, tu agis pour l'environnement, on agit pour l'écologie. Mais enfin, quand on pense qu'on les paye 260 millions d'euros pour édicter un petit guide de recommandations, pour nous expliquer que les tenues de sport, il faut les laver seulement tous les 3 jours. Ma femme, qui sait que j'aime bien courir, appréciera. J'ai pas dit que c'était elle qui lavait, hein, c'est moi qui dois laver. Mais quand même, quand on se retrouve dans une situation où on a un grand organisme avec de grands experts qui vous disent combien de fois vous devez nettoyer vos pulls, vos pantalons, vos sous-vêtements, on se dit, est-ce que l'État n'a pas autre chose de mieux à faire que de nous expliquer comment est-ce qu'on va gérer notre vie quotidienne ? Et tout ça est payé par nos impôts. Et quand nous on est arrivé à la région, c'est la première chose qu'on a fait, c'est supprimer tous ces trucs. France Stratégie. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Une commission nationale du débat public qui n'a même pas pu organiser le débat sur les gilets jaunes. Un haut commissariat au plan. Joker. Un centre d'études prospectives et d'information internationale. Et on nous explique qu'avec ça, on ne sait pas où faire des économies. Au fait, j'ai une autre idée pour faire des économies. La mairie de Paris.
dont j'ai cru comprendre que les arrêts maladie avaient été petit à petit assimilés à autre chose que des arrêts maladie. Quand je vois la situation dans laquelle est aujourd'hui la mairie de Paris, gérée par Madame Hidalgo, je me dis que dans ce pays, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'économies à faire et qu'on peut les faire beaucoup plus facilement que ce qu'on dit. Mais mes amis, dans la façon dont je veux que nous portions la parole de la droite républicaine, je ne veux pas qu'on se trompe. Je parle de la bureaucratie. Je parle des petits hommes gris. Je ne parle pas des services publics. Parce que notre famille, par le passé, s'est trop déconsidérée en donnant le sentiment qu'elle ne regardait les services publics que comme des centres de coûts. Les services publics qui marchent ne coûteront jamais trop. Les services publics qui ne marchent pas coûteront toujours trop. Ce que je veux, c'est qu'on tape la bureaucratie. Parce que ce que je veux, c'est que nous ayons des infirmières. Je veux que nous ayons des médecins. Je veux que nous ayons des professeurs. Je veux que notre pays retrouve à nouveau la fierté de ces services publics qui faisaient notre honneur. Parce que ce que je souhaite aussi, c'est que la grande famille de la droite républicaine défende ceux qui, sur le terrain, font vivre nos services publics au quotidien. Et qu'avec la même ardeur avec laquelle nous dénoncerons toujours cette bureaucratie administrative qui nous étouffe, avec la même détermination, nous devons défendre ceux qui sont les serviteurs d'un service public qui a tout son sens dans notre pays, parce qu'il fait aussi le modèle social français. Et ne nous trompons pas, dans la reconstruction de la parole de la droite, il faut qu'on fasse ça. Et le troisième verrou, ce sont ces minorités militantes qui cherchent à imposer leur volonté à notre pays. Quand nous sommes arrivés à la tête de la région, j'ai découvert que la CGT avait perçu 3 millions d'euros de subventions. J'ai fait 3 millions d'euros d'économie. Et je leur ai même dit, mais moi je suis pour un syndicalisme indépendant. Je ne veux surtout pas que vous ayez à dépendre de subventions publiques. Consternation dans la salle. Quand le maire de Grenoble a décidé de rompre avec les règles de la laïcité, Nicolas, que je te remercie d'avoir rappelé, pour des raisons purement électoralistes, autorisant le burkini dans les piscines municipales, nous avons décidé, Nathalie, quelque chose de très simple, plus 1 euro pour la mairie de Grenoble. Et quand un festival, Pierre, a fait l'apologie de la haine contre les policiers à Villeurbanne, eh bien nous avons immédiatement supprimé les euros de financement parce que ça suffit de subventionner à coup de perfusion d'argent public des gens qui prêchent exactement l'inverse de ce à quoi aspirent les Français. Et des idées, croyez-moi, j'en ai. Parce que dans une des choses que je souhaite que notre famille dénonce, c'est pendant combien de temps est-ce qu'on va continuer à financer toutes ces associations pro-migrants en France. Je pense notamment à France Terre d'Asile, présidée par Najat Vallaud-Belkacem, qui touche rien que moins que 76 millions d'euros d'argent du contribuable. En voilà une bonne piste d'économie. 76 millions d'euros. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on ne fait pas sauter ces verrous. Pourquoi ça peut marcher si on fait sauter ces verrous? Et il faut commencer par ça. Parce que sinon on est enserré. Parce que sinon la capacité de libérer l'action politique ne marchera pas. Parce que sinon les meilleures intentions du monde se heurteront toujours à ce mur de l'impuissance. Alors bien sûr, ça suppose une refonte profonde. Ça suppose de ne pas faire de rafistolage. Vous n'avez pas de chance. Vous avez un candidat qui a de l'histoire. 3e siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain. Empire romain, Thierry, qui a quand même fait l'honneur aussi de notre région. L'Empire romain est décadent. Il paraît qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Disons que l'Empire romain est en difficulté et que son apogée est derrière nous. Ses frontières sont menacées, ses finances sont exsangues, l'inflation est hors de contrôle et l'Empire romain est dans les pires difficultés. Un grand empereur arrive, Dioclétien. Tous les autres ont échoué avant lui.
Dioclétien, que fait-il? Il comprend qu'il faut commencer par changer l'administration. Il comprend que quelle que soit son énergie, quelle que soit sa détermination, s'il ne commence pas par changer la façon dont est dirigé l'Empire romain, il n'y arrivera jamais. Et il commence par faire un grand nettoyage. Il commence par revoir la façon dont l'Empire est organisé, dont l'armée est organisée, dont fonctionne l'administration, dont le système fiscal est organisé. Et il reconstruit la prospérité de l'Empire romain qui vont lui permettre de respirer encore pour près de 2 siècles. Si vous ne faites pas sauter les verrous de l'impuissance, vous ne ferez rien. Et vous continuerez à avoir des politiques qui font des beaux discours, mais qui à l'arrivée n'ont pas de réalité. Pourquoi je vous en parle? Parce que je veux vous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à avoir des résultats. Commençons par ces verrous de l'impuissance. C'est tout ce que nous n'avons jamais eu le courage de faire par le passé. Et après, pourquoi faire? Il va falloir faire des choix. On ne pourra pas tout faire. Parce que quand on veut tout faire, on ne fait rien. Parce que quand on se disperse, on s'éparpille. Parce que quand on veut adresser un petit message à tout le monde, à l'arrivée, on ne satisfait personne. Quand on veut plaire à tous les petits corporatismes, eh bien, on ne redresse pas la nation. Pour qu'un pays fonctionne, il faut qu'il marche sur ses 2 jambes. Quand vous marchez sur vos 2 jambes. Ces 2 jambes, quelles sont-elles? Il y en a bien 2. Et il y en a 2 que nous devons porter, que notre famille politique doit porter, parce que par le passé, il nous est arrivé parfois d'avoir uniquement un monodiscours. La première chose, c'est défendre le rétablissement de l'autorité, du respect, de l'ordre. Parce que c'est la condition de la concorde, c'est la condition pour pouvoir vivre ensemble. Parce que nous ne le voyons que trop, les incivilités se sont installées dans notre pays, la barbarie s'est répandue dans notre pays. Et je n'oublie rien de ce qui s'est passé ici dans la Drôme. Moi qui ai été amené à accompagner avec d'autres amis la famille de Thomas, assassiné à Crépol, des gens admirables qui travaillaient, des restaurateurs. Quand vous avez face à vous 2 parents qui ont juste perdu leur enfant, qui ne comprennent même pas pourquoi, qui ne peuvent même pas comprendre comment la barbarie a pu aller là, y compris dans nos villages, dans nos territoires ruraux. Et vous vous dites, mais comment notre pays a pu tomber aussi bas? Quand cette semaine, on découvre la barbarie insensée qui a été à l'origine de ce destin brisé de cette gamine, Louise, qui porte le nom de notre fille, Charlotte. Je pense que chacun d'entre nous, qu'on soit parent, grand-parent, saigne en se disant, mais comment on a laissé ça s'installer dans notre pays? Je vais vous dire, mes amis, ce que je crois profondément. C'est que pour que ça marche, pour qu'on protège, pour qu'on fasse juste ce qui est le premier devoir de l'État, il faut assumer de remettre de la sanction. Parce que le gros problème, c'est qu'on a laissé s'installer l'impunité. Le seul moyen de dissuader la barbarie, le seul moyen d'arrêter les délinquants, c'est la certitude de la sanction. Comment ne pas être en colère quand on comprend très bien qu'en réalité, dans notre pays, c'est le choix de l'impunité? En France, vous menacez de mort un proviseur en disant il faut le brûler vif, ce chien. Vous écopez de 5 jours de stage démocratique. Aux Pays-Bas, vous êtes immédiatement envoyé pour bien moins que ça pendant 1 mois en prison, et vraiment en prison. Il faut qu'on remette la tolérance zéro dans notre pays, et pas en faisant n'importe quoi, en permettant au maire, Nicolas, à l'image du combat que tu mènes acharné dans ta commune, de pouvoir prononcer des sanctions en disant quand vous dégradez les équipements publics, et ben vous réparez 6 h du matin avec les équipes municipales et vous réparez les dégâts que vous avez faits. En permettant, Julien, de prononcer des amendes pour qu'on puisse imposer ces réparations. Et surtout en mettant derrière les barreaux ceux qui menacent notre sécurité, ceux qui menacent nos enfants, ceux qui menacent nos familles. Alors je vais dire les choses très clairement. La France n'a pas un problème de surpopulation carcérale. La France a un problème de sous-capacité carcérale. Nous n'avons pas assez de prisons. Nous n'avons pas assez de places en prison face à la barbarie et la délinquance.
Et quand même, on est capable de faire une loi d'exception pour construire pour les Jeux Olympiques. On est capable de faire une loi d'exception pour reconstruire Notre-Dame. On est capable de faire une loi d'urgence pour Mayotte. Eh bien, je veux que notre famille de la droite républicaine s'engage pour obtenir, avec les amis sénateurs et députés, une loi d'urgence pour qu'on construise enfin les prisons dont on a besoin. Parce qu'il ne faut même pas en vouloir aux magistrats. Aujourd'hui, qui dit Claude, on a des magistrats qui prononcent les peines de prison en fonction des places qui sont disponibles et qui aménagent les peines, de prison en fonction des places qui sont disponibles. On a édicté comme principe dans notre pays que si vous êtes condamné jusqu'à 1 an de prison, vous n'allez pas en prison, avec un principe d'automaticité d'aménagement de la peine. Et ensuite, on se réveille en découvrant des barbares qui menacent nos maisons et qui menacent nos familles. Il faut se réveiller, il faut remettre les choses à l'ordre. Il faut le faire en matière de sécurité, il faut le faire en matière d'immigration, il faut le faire sans être caricatural. Il y a dans cette pièce ici, je le sais, des familles extraordinaires qui ont fait des parcours originaires de l'immigration et qui sont venus en France pour travailler, qui sont venus en France pour s'assimiler, qui sont venus en France pour porter la fierté de la France. Et je veux rendre ici hommage dans cette ville de Valence à tous les parcours de ces familles arméniennes qui savent à quel point je les défends parce qu'elles sont un modèle de l'intégration au sein de la République française. J'aime cette communauté. J'aime ce qu'elle dit dans la communauté. Je la défends de mon cœur. Et je veux qu'on la défende. Parce que l'Arménie est menacée. Et parce que toutes ces familles issues d'Arménie qui ont contribué à construire la France sont des gens qui forcent le respect par leur engagement. Ça, c'est l'immigration que j'aime. C'est celle qui est celle de l'assimilation. Mais il faut que nous, on reprenne le contrôle de nos frontières. Parce que l'immigration incontrôlée, ça n'est pas celle-là. Quand juste on prend le cas du prêcheur de haine, Doualem, nationalité algérienne, entré en France illégalement par 2 fois, condamné 6 fois par la justice à un total de 12 ans de prison. Il fait l'objet, vous le savez, d'une OQTF, et voilà que non seulement l'Algérie lui interdit son propre territoire, ou le renvoie, mais que le tribunal administratif annule son OQTF, et ce n'est pas tout, condamne l'État français à lui verser 1 200 € et à lui accorder une autorisation de séjour. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on va tolérer ça? Cela ne peut plus durer. Il faut des paroles qui aillent maintenant aux actes, et c'est ce que nous avons fait, nous, au niveau de la famille de la droite républicaine, en faisant adopter, vous le savez, la semaine dernière, pour la première fois dans notre pays, une limitation du droit du sol qui permet d'interdire aux illégaux l'accès au droit du sol. C'est la première fois dans notre pays qu'on le fait, qu'on l'a fait pour Mayotte, et ensuite, il faut qu'on puisse l'élargir à l'ensemble du territoire français. Et la deuxième priorité. Vous savez à quel point pour moi c'est un combat fondateur que je porte depuis tant d'années. C'est la défense du travail. C'est la défense de l'effort. C'est la défense du mérite. Alors on me dit, Laurent, n'en parle pas. Les Français ne veulent plus travailler. Ah bon? Et moi je rencontre des aides-soignantes qui forcent le respect par leur travail. Moi je rencontre des ouvriers que je trouve admirables. Je rencontre des professions libérales. Je rencontre des jeunes qui ont envie, qui entreprennent, qui ont de l'audace, qui ont des rêves. Je rencontre des gens qui ont fait leur carrière professionnelle en travaillant consciencieusement et qui sont aujourd'hui retraités et qui aimeraient être respectés pour la carrière qu'ils ont faite, pour la famille qu'ils ont élevée. Je vois en face de moi tellement de Français qui me disent « Mais Laurent, ce système est devenu tellement écœurant et injuste. » Une des choses qui me scandalise le plus dans notre pays, ce sont les travailleurs pauvres. Travailler et ne même pas avoir les moyens de pouvoir élever dignement sa famille. Travailler et avoir l'impression que le système de protection sociale français vous a tourné le dos. J'aime, Jean-Claude, nos agriculteurs. Des gens qui travaillent 60, 70 heures, 80 heures par semaine pour des salaires de misère et en plus pour avoir le luxe d'avoir l'OFB qui vient les contrôler avec un pistolet à la ceinture au lieu d'aller contrôler les produits qui débarquent par containers entiers dans nos ports. C'est pas que les Français ont perdu le goût du travail, c'est que le travail a perdu son sens dans notre pays. À l'école, 4
enfants sur 10 en 6e ne sont plus capables de lire à voix haute. Alors moi, j'ai jamais été très doué en mathématiques. Ma femme qui me connaît depuis l'âge de 16 ans, Charlotte, 17. Non, toi tu avais 17, moi j'avais 16. Parce que je suis plus jeune qu'elle. J'ai fait une erreur. J'ai jamais été très bon en mathématiques. Mais enfin, quand je découvre que dans notre pays, un enfant sur 2 n'est pas capable de répondre à cette question, combien y a-t-il de quarts dans 3 quarts? Un enfant sur 2 en 6e en France n'est pas capable de répondre à cette question, combien y a-t-il de quarts dans 3 quarts? J'espère que votre silence ne veut pas dire que vous êtes en train de compter. Ce serait drôle si ce n'était pas l'éducation de nos enfants. Mais c'est l'éducation de nos enfants. On n'a pas le droit de laisser comme ça. Et pourquoi? Mais parce qu'on n'inculque plus le plaisir d'apprendre. Parce qu'on va leur enseigner la théorie du genre au lieu de leur apprendre à lire, écrire et compter. Parce qu'on a mis les choses à l'envers. Parce que le plaisir d'apprendre une poésie, le plaisir de réussir une division, on a perdu ça, le plaisir de récompenser les élèves qui se donnent du mal. Au lieu systématiquement de dire non. Juste le plaisir de se battre pour dire à un élève qui a été exemplaire, méritant, bravo, on est fiers de toi et on te donne une bourse au mérite. C'est ce que nous avons fait à Stéphanie dans notre région et c'est toi qui avais porté cette réforme. De faire en sorte qu'un élève, quel que soit son niveau de famille, qu'il soit issu d'une famille de classe moyenne, qu'il soit issu d'une famille de classe modeste, qu'il soit issu d'une famille qui réussit bien, eh bien dans notre région, s'il se donne du mal au bac, il a une bourse de la région au mérite pour lui dire bravo, que tu sois en apprentissage, dans le professionnel, ça c'est la France. Reconnaître l'effort et le mérite, c'est récompenser le travail. Nos artisans, nos commerçants, nos professions libérales payent des impôts parfois entre 40 à 60% sur le fruit de leur travail. Prenez par exemple un agent de maîtrise dans le BTP qui touche un salaire de 3 000 € brut. Ce qui, pour certains secteurs de notre région, est un bon salaire. 3 000 € de salaire brut. Combien l'entreprise va le payer? L'entreprise familiale de chez nous, Bernard, 5 000 €. 3 000 € de salaire brut, 5 000 € pour l'employeur. Mais celui qui a 3 000 € de salaire brut, combien va-t-il avoir pour pouvoir élever sa famille? 2 200 € au mieux. Une fois que vous avez enlevé l'impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS, 5 000 € pour l'employeur, 2 200 € dans la poche de celui qui travaille et qui se donne du mal. Et on me dit, mais il n'y a pas de problème. C'est presque autant que s'il était juste aux aides sociales. Et vous allez dire à des gens qui vont aller travailler, qui vont se lever le matin, qui vont organiser la vie de leur famille, pour qu'à l'arrivée, ils touchent quoi? À peine 100, 200 € de plus que si jamais ils restaient chez eux. Comment ne pas y voir une injustice quand dans le même temps, et Marie-Pierre, tu te bats contre ça? On se retrouve à avoir des familles, et c'est un piège y compris pour ces familles, parce que je ne les blâme pas, mais qui en cumulant les aides sociales peuvent très facilement monter à 2 200, 2 300 € selon la taille de la famille, en cumulant le RSA, les APL, les différentes aides sociales. Sauf que ces 2 200 €, eux, ils sont défiscalisés, aucun impôt dessus, rien. C'est pas juste. Ça peut pas fonctionner comme ça. Et à l'arrivée, quand vous avez des gens au SMIC, s'ils font bien leurs calculs, il ne faut pas qu'ils dépassent 23 heures. 23 heures de travail. Au-delà de 23 heures en France, c'est travailler plus pour payer plus. Ça, c'est la réalité. Ça peut se sauver, vous amis. Il faut qu'en contrepartie du RSA, on mette des heures de travail. Je me suis toujours battu pour cette idée. Elle commence enfin à être expérimentée. Après 10 ans de bataille en France, partout où elle est expérimentée, curieusement, le RSA baisse. Pourquoi? Parce que le meilleur social, c'est le travail. Ma grand-mère disait, apprends à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. C'est la meilleure manière de l'aider. Le vrai social, les amis, c'est le travail. Et derrière, il faut que nous confortions ceux qui travaillent. Il y a en France une liste de 14 publics prioritaires pour accéder au logement social. Vous travaillez, vous n'êtes jamais prioritaire pour accéder au logement social. Mais tout est dit. Eh bien, la droite républicaine que nous allons fonder se battra pour que dans le système social, ce ne soit pas systématiquement ceux qui travaillent qui soient abandonnés. Et que demain, une infirmière qui travaille, qui va à l'hôpital, qui parfois fait des longues heures de route, qui peut avoir des enfants à garder, parfois seule,
qu'elle puisse avoir aussi la possibilité d'être prioritaire pour être dans un bon logement social qui soit à côté de l'endroit où elle travaille. Parce que c'est la moindre des choses juste que de reconnaître ce qui se donne du mal. Et ça devrait être immédiat. Et de la même manière, je veux que ceux qui travaillent puissent bénéficier du fruit de leur travail. Vous savez, Nicolas Sarkozy, qu'on a tellement critiqué, sauf que je me permets de le dire, je pense que le pays allait beaucoup mieux il y a 12 ans, quand le pays était géré par la droite, que ce qu'il est devenu depuis entre François Hollande et Emmanuel Macron. Je me permets quand même de le dire à tous ceux qui sont devenus professionnels de l'auto de gouvernement de la droite en France. La défiscalisation des heures supplémentaires, ça avait redonné le goût au travail. Et moi, je voudrais qu'on puisse sortir du revenu fiscal de référence les heures supplémentaires. Pour que les gens n'aient pas besoin, en allant travailler, de se dire au secours, est-ce que je ne vais pas changer de catégorie fiscale et payer plus d'impôts? Et puis enfin, mes amis, ce que je veux aussi, c'est que vous puissiez transmettre le fruit de vos efforts à vos enfants et à vos petits-enfants. Aujourd'hui, l'héritage d'un grand-parent à son petit-enfant est taxé dès 1 600 €. C'est le fruit d'une vie de travail. Vous avez déjà payé les impôts et en plus, on rajoute un impôt sur la mort. Mais qu'au moins, après avoir payé tant d'impôts dans un pays qui a le record des prélèvements obligatoires, on autorise les Français qui ont travaillé toute leur vie à pouvoir aider leurs enfants et leurs petits-enfants à démarrer dans la vie qui est déjà devenue si difficile en leur mettant le pied à l'étrier. Il faut supprimer cet impôt sur la mort et permettre de pouvoir aider correctement nos enfants et nos petits-enfants quand ils commencent leur vie. Mais le travail, Bernard, c'est aussi défendre nos entreprises. Vous savez comme j'adore ça. Vous avez ici dans la salle Bernard Fraisse. Bernard, c'est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Fareva. Il a commencé à zéro. Il a commencé commercial à vendre des produits qui étaient fabriqués par les autres, à sillonner les routes de la Drôme et de l'Ardèche. Sauf que comme il avait du bouillon, comme il avait de la flamme, comme il aimait faire lui-même, plutôt que de vendre les produits des autres, il s'est dit pourquoi je ne mettrais pas à les fabriquer moi-même. Il a commencé dans un garage, il a commencé avec quelques produits cosmétiques, et puis, comme un Auvergnat il s'est compté, il s'est dit tiens, il y a un autre secteur, la pharmacie, ça a l'air d'être pas mal en termes de bénéfices et de valeur ajoutée, et il s'est mis petit à petit à monter son groupe. Aujourd'hui, le groupe Fareva est un des premiers groupes en France à fabriquer des médicaments made in France. C'est un groupe qui est déployé dans le monde entier. En partant de zéro, Bernard a construit un groupe qui fait 12 000 salariés dans le monde. La défense du travail, c'est ça, mes amis. Ça, c'est la fierté française. Et quand on a des gens comme ça, il a tout pour pouvoir réussir. Il a tout pour démarrer. Il a tout pour y arriver. Bernard est fier de toi. Et en plus, Bernard rend à son territoire. Et je suis infiniment reconnaissant. Alors oui, ça suppose aussi que nous parlions d'écologie en assumant le patriotisme écologique, Thierry. Pas l'écologie des normes, pas l'écologie des interdictions. L'écologie que tu as toujours défendue, celle des projets. L'écologie qui a conscience que la meilleure façon de défendre l'écologie, c'est de produire en France. À nos enfants, qui sont à juste titre très préoccupés par l'avenir de la planète, il faut leur dire, mais vous savez, la meilleure façon de défendre notre planète, c'est de faire en sorte que ce soit l'économie française qui réussisse parce que la nôtre est décarbonée. Parce que celle de la Chine repose sur les centrales à charbon. Parce que celle des États-Unis repose sur le forage. Parce que notre économie, à nous, est respectueuse de l'environnement. À chaque fois qu'on arrête d'importer des produits de l'extérieur et qu'on valorise les produits qui sont fabriqués chez nous, c'est mieux pour l'écologie, et c'est mieux pour la France, et c'est mieux pour la planète, et c'est mieux pour nos entreprises. J'aime ça. Je veux qu'on retrouve cette fierté-là, la fierté de la fabrication française. Alors oui, les défis sont immenses. Tant mieux, dans notre région, on aime ça. Oui, il y a pas mal de montagnes à escalader. Tant mieux, dans notre région, on aime ça. Oui, ce n'est pas des montagnes hospitalières comme le Mézin, pour ceux qui connaissent. Tant mieux, on aime aussi ça chez nous. Oui, ça ressemble un peu plus, Fabrice, à ces sommets escarpés de certains contreforts des Alpes, en Savoie, Haute-Savoie ou dans l'Isère, ces territoires magnifiques qui seront le cadre de nos prochains Jeux Olympiques. Tant mieux, on aime ça. Mes amis, rien n'est fini. Rien n'est fini. À condition qu'on mette les choses dans l'ordre. À condition qu'on commence par refonder notre parti politique.
à condition qu'on garde cet esprit d'équipe qui nous permet d'avoir cette complémentarité entre nos ministres tout entiers dévolus à leur tâche et la refondation de notre famille politique qui nécessite toute notre énergie et notre temps. À condition qu'ensuite, une fois qu'on aura porté ces premières idées, que les Français auront recompris ce que défend la droite, on puisse ensuite avoir un candidat, un seul candidat bien sûr, un seul candidat de la droite, sinon il n'y a aucune chance d'y arriver. Un seul candidat de la droite aux élections présidentielles. Mais pas un candidat du en même temps. Pas un candidat qui soit en même temps un candidat de la gauche, du centre et de la droite. Parce que ça aboutit à ce qu'on ne fasse rien. Un candidat qui porte les valeurs de la droite. Et on choisira ensemble comment trancher là-dedans. Et vous connaissez ma position, moi je ne suis pas favorable à la primaire parce que je n'ai jamais oublié la façon dont, lors des dernières primaires, ce sont des militants et des adhérents de gauche qui ont arbitré entre nos candidats. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit vous qui puissiez décider. Parce qu'on n'est pas adhérent de militants de la droite républicaine, mais c'est plutôt décider à la place. Alors oui, et c'est par cela que je veux finir. Notre pays a tous les atouts pour y parvenir. Nous avons 1 million d'apprentis, des gamins merveilleux. Nous avons parmi les meilleurs ingénieurs au monde, que toute la Silicon Valley nous envie. Nous avons une jeune génération qui a envie d'entreprendre et de créer. Nous avons des gens qui sont engagés dans leur mission et qui croient dans notre pays. Nous avons des infrastructures de qualité, nous avons le nucléaire, nous avons des entreprises qui font notre fierté. Nous avons une qualité de vie qui est quand même fabuleuse et que le monde entier nous envie. La France, par ses terroirs, par ses racines, par son histoire, par son patrimoine, est une terre de cocagne. Et nous avons tout cela tout en ayant des terres d'innovation fabuleuses, à l'image de tout l'écosystème des nanotechnologies, des microtech que nous avons dans notre région, des chercheurs qui adorent découvrir, réfléchir, trouver des nouveaux territoires. C'est cela la France. C'est un pays qui regorge d'ingéniosité, de créativité, qui a toutes les forces nécessaires à son sursaut. Les Français aspirent à retrouver cette France à la fois pleine d'énergie, de dynamisme, d'envie. Et je vais vous dire une chose, c'est que la très bonne nouvelle, c'est que nous sommes dos au mur. La très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus le choix. La très bonne nouvelle, c'est que face aux États-Unis qui se réveillent, face à la Chine qui veulent nous manger, dans cet univers mondial si dangereux, Philippe, dans lequel, alors que les États-Unis innovent, la Chine produit, l'Europe et la France réglementent. La très bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus le choix, il faut sonner le réveil. Il faut sonner le réveil français pour pouvoir sonner le réveil de l'Europe. Il faut que notre pays ouvre les yeux, se remette à avancer, retrouve de l'envie, retrouve du tempérament et de l'audace. Mais je vais vous le dire, la France n'a jamais été aussi bonne que dans ces périodes. La France n'est jamais aussi bonne que quand elle semble être au bord du gouffre, que quand tout le monde croit que son destin est derrière elle et qu'à ce moment-là, elle surprend le monde entier et qu'elle déjoue tous les pronostics. 1870. Je vous avais dit, c'est l'inconvénient d'avoir un candidat qui a une histoire. 1870. La France est défaite. Elle subit une des pires humiliations de son histoire. Les armées héritées de Napoléon Ier sont écrasées en quelques semaines, jusqu'à Sedan. La France perd l'Alsace-Lorraine. On proclame le Reich allemand dans la galerie des glaces à Versailles, suprême humiliation pour notre pays. La France est perdue de tête. Elle n'a pas d'entreprise, elle n'a pas d'infrastructure, elle n'a pas d'école, elle n'éblouit même plus le monde par sa culture. La France est à terre et tout le monde pense que cela durera des dizaines d'années. Les élections ont lieu, les républicains les perdent. Il y a d'une part les forces qui montent du côté de l'extrême droite, et il y a de l'autre côté déjà les premières vagues de terrorisme qui montent du côté de l'extrême gauche. Les républicains ont perdu les élections, mais ils décident de s'engager malgré tout. Ils décident de contribuer à construire ce redressement de la France. Ils rentrent au gouvernement. La France va alors de façon extraordinaire se redresser. Elle paye ses dettes en quelques années. Elle remet son budget à l'équilibre. Elle développe des infrastructures absolument partout permettant de couvrir notre territoire de chemin de fer, sauf en Ardèche, mais on va bientôt y revenir. Elle produit à nouveau des merveilles culturelles
qui vont aboutir à la fin du 19e siècle à ces tableaux extraordinaires des impressionnistes français qui émerveillent le monde entier encore aujourd'hui. Elle fait naître des générations d'ingénieurs qui vont faire la fierté de la France à l'image de Gustave Eiffel. Mes amis, c'est ça la France. Cette France-là ne renonce jamais. Cette France-là est une France qui a toujours la capacité de se redresser. Et en 1876, lors des élections législatives, les Républicains gagnent et installent définitivement la République et la laïcité en France. C'est cela, mes amis, le chemin parcouru. C'est cela qui permettra à la France d'aller jusqu'en 1905, c'est cela qui permettra à la France de se redresser, c'est cela, cette France que nous aimons. Alors chez nous, on ne renonce jamais. Nous sommes les héritiers de cette conviction, la France ne renonce jamais. Notre famille politique était à terre, nous avons commencé à la rebâtir. Nous avons une première tâche à faire qui est de refonder la grande famille de la droite républicaine. C'est ce que nous allons faire. Ce sursaut fait partie de notre âme. Il faut que nous le portions tous ensemble. Nous avons des heures cruciales à écrire ensemble. Nous avons des moments qui vont être déterminants pour l'avenir de notre famille politique et de notre pays à écrire ensemble. Faisons-le en restant unis, faisons-le en nous consacrant avec toute notre énergie à notre famille politique pour que revivent les Républicains, pour que revive la République et surtout pour que vive la France. Merci à tous.